Laurent Gbagbo acquitté. Le verdict de la Cour pénale internationale est tombé ce 15 janvier. L'ex-chef de l'État de la Côte d'Ivoire était détenu depuis plus de 7 ans à la CPI, où il était jugé, entre autres, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. A noter que son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, a lui aussi été acquitté. Les avocats du général Djibril Bassolé claquent la porte dans le procès du Potomanqué de septembre 2015. Son audition a été suspendue dans la foulée. Vous entendrez les explications de Luc Pabelguer. Et puis, l'échangeur du Nord a été inauguré le 15 novembre dernier, 2 mois après. Comment est-il apprécié par les usagers et les riverains? Une de nos équipes est répartie sur place. Son reportage dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. La décision était attendue depuis plusieurs mois. Eh bien, elle est tombée aujourd'hui même. L'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé ont été acquittés par la Cour pénale internationale. Il était autour de 10 h heure GMT ce 15 janvier quand l'acquittement a été prononcé avec remise en liberté immédiate. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est désormais un homme libre et va pouvoir quitter sa cellule de la prison de Scheveningen à La Haye. C'est la liberté d'un homme présumé innocent. Il a été acquitté par la Cour pénale internationale mardi à l'issue d'un procès de 3 ans. Le tribunal a fait droit aux demandes d'acquittement et prononcé la libération de l'ancien président, ainsi que celle de son co-accusé, Charles Blé Goudé. Cette décision intervient après 14 demandes successives de liberté provisoire refusées et fait suite à l'audience qui s'est tenue le 13 décembre dernier. Arrêté le 11 avril 2011 à Abidjan et détenu dans un premier temps à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo avait été transféré à La Haye le 29 novembre 2011. Poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'ancien président ivoirien a toujours plaidé non coupable. Voilà, Laurent Gbagbo devrait donc sortir des prisons à 73 ans et après plus de 7 ans de détention. Adulé par certains, critiqué par d'autres, son génie politique est cependant reconnu par ses adversaires comme par ses partisans, génie politique qui ont permis à Laurent Gbagbo de diriger la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, de 2000 à 2010. Et puis après l'élection présidentielle de 2010, il va y avoir une crise post-électorale qui va faire 3000 morts. Laurent Gbagbo sera arrêté puis conduit à la Cour pénale internationale le 29 novembre 2011. Retour sur le parcours de l'ex-chef de l'État ivoirien. Il a passé plus de 7 ans en détention au quartier pénitentiaire de la CPI. Laurent Gbagbo, 73 ans, est le premier ancien chef d'État à avoir été remis à la Cour. Laurent Gbagbo, c'est l'histoire de plusieurs décennies de lutte contre le pouvoir en place et pour la conquête de la présidence ivoirienne. Militant lors de ses études, Laurent Gbagbo devient professeur d'histoire et gagne ses galons de résistant politique face au président de l'époque, Félix Houphouët-Boigny. En 1982, il fonde dans la clandestinité le FPI, le Front populaire ivoirien, avant de s'exiler en France. 6 ans plus tard, Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire avec l'intention de reprendre son combat contre le parti unique. En 1990, le FPI est autorisé. Il se présente alors une première fois à l'élection présidentielle contre le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny. Le succès n'est pas au rendez-vous, mais Laurent Gbagbo fait son entrée au Parlement, ce qui lui donne une tribune contre le pouvoir en place. Il devient un opposant crédible et se lance à nouveau dans la course à la présidentielle en 2000. Les résultats sont contestés, mais il accède à la fonction suprême. À partir de cet instant, j'estime que le gouvernement de transition est dissous et il n'a plus sa raison d'être. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État. Mais les premiers temps de sa présidence vont se révéler très compliqués. En 2002, alors qu'il est en voyage en Italie, le nouveau président ivoirien fait face à une tentative de putsch. Non, nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. Le mandat de Laurent Gbagbo est marqué par une crise politico-militaire qui coupe le pays en deux.
Dans le nord, des rebelles réclament le départ du président. L'élection présidentielle est repoussée à 6 reprises. Elle l'opposera en 2010 à Alassane Ouattara. Celui-ci est élu président d'après les résultats de la commission électorale certifiée par l'ONU. Mais la Cour constitutionnelle affirme, elle, que Laurent Gbagbo a gagné. S'ensuivent des affrontements sanglants entre les deux camps. Les exactions font plus de 3000 morts. Le président sortant et l'un de ses fidèles, Charles Blé Goudé, sont accusés par leurs opposants d'avoir organisé une campagne de meurtre et de viol. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté par les hommes d'Alassane Ouattara, aidés des forces françaises. 4 mois après, il est inculpé par la justice ivoirienne. En novembre 2011, il est transféré à La Haye pour y être jugé pour crime contre l'humanité. Son procès à la CPI s'ouvre le 28 janvier 2016. Laurent Gbagbo n'a jamais cessé de nier toutes les accusations. Voilà, la libération de Laurent Gbagbo a provoqué des scènes de liesse populaires à Abidjan, notamment dans le quartier de Yopougon où ses partisans sont les plus nombreux, mais aussi dans sa ville natale à Gagnoa, à l'ouest du pays, où les populations sont sorties nombreuses dans les rues pour manifester leur joie. Voilà, Laurent Gbagbo a donc été acquitté, mais ce n'est pas le cas pour les accusés du putsch manqué pour l'instant, du putsch manqué de 2015. Voilà, ils ne sont pas dans le même cas que Laurent Gbagbo, ils vont devoir attendre encore un peu. Et dans l'audition de l'un des accusés, Djibril Bassolé, il y a eu un incident, c'est que les avocats de l'accusé ont claqué la porte. Pour quelles raisons? Voici, on écoute les explications de Luc Pabelgem. Suspension ce jour 15 janvier de l'accusé général Djibril Bassolé à la barre. Et d'entrée, le bâtonnier Tiamahu a expliqué qu'en ce qui concerne les 3 infractions qu'on colle à son client, il n'y a rien de tangible à retenir. À supposer que ces conversations soient vraies, il ne voit rien de palpable. Il n'y a pas de preuves concrètes parce que ce sont des conversations. Donc, les échanges se sont limités aux mots et on ne peut pas parler de faits ici en ce qui le concerne. Par la suite, les avocats de l'accusé ont quitté la salle, d'autres ont prétexté la fatigue, d'autres également des cas de maladie. Pour le bâtonnier Thiam, par exemple, son programme était calé de sorte qu'à 11h30, il puisse prendre le vol pour le Sénégal où il avait d'autres obligations professionnelles. Quant à Maître Dieudonné Bonkungo, celui-là même qui suit le général depuis la phase de l'instruction du dossier, il est alité. C'est le cas également de Maître Barry qui fait un tour entre la clinique où il reçoit des soins et puis le tribunal militaire ici. C'est dit que le général s'est retrouvé sans défense, ce qui a obligé le président du tribunal à suspendre son audition et à examiner 3 demandes de mise en liberté provisoire. Et c'est demain qu'il va se prononcer sur ces demandes. Et un peu en début de soirée ici, c'était le tour de l'accusé, le sergent Lamoussa Badoum, également poursuivi dans cette affaire. Voilà, et nous partons en Côte d'Ivoire où nous sommes en ligne avec un journaliste ivoirien, Abraham Kwasi, le directeur de production de la Générale de Presse.net. Abraham Kwasi, bonsoir. Bonsoir Hervé, bonsoir tous les téléspectateurs de la BFM. Alors, on imagine l'atmosphère à Abidjan, notamment à Yopougon, je le disais tout à l'heure, où certainement les partisans de Laurent Gbagbo sont en joie. Oui, effectivement, les partisans de Laurent Gbagbo, après l'annonce de cette décision, sont sortis pour manifester leur joie dans les rues. C'était pour le moins assez sobre, mais ils se sont quand même fait voir. Et tout s'est passé dans une atmosphère bon enfant, heureusement. Par les klaxons, les démonstrations, vraiment, c'était quelque chose d'assez remarquable en tout cas. Alors, sur le plan politique, qu'est-ce que la libération de Laurent Gbagbo va changer? Est-ce que ça va permettre de rebattre les cartes pour 2020? Écoutez, pour 2020, c'est difficile de se prononcer parce que Laurent Gbagbo, il faut le rappeler, est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison par un tribunal ivoirien. Alors, il était accusé d'avoir du casse de la BCEAO lors de la crise post-électorale. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mandat de dépôt pour ces co-accusés, mais lui, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Alors, va-t-il rentrer en Côte d'Ivoire si la décision d'acquittement est confirmée? Va-t-il être toujours sous le coup de ce mandat d'arrêt? Mais une chose est évidente, une chose est sûre, c'est que cette libération rebat quand même totalement les cartes. On a un Laurent Gbagbo qui sort régulièrement de la prison, avec un FPI qui va sans doute reprendre le chemin de la lutte, parce qu'il a dit dans son dernier ouvrage qu'il ne compte pas se mettre en retraite politique. Henri Konan Bédié qui quand même s'est rapproché de l'opposition du FPI notamment. Et en face, on a Alassane Ouattara et son RHDP.
Donc certains analystes n'hésitent pas à dire qu'on pourrait aller vers une recomposition du schéma de 2010, c'est-à-dire Gbagbo, Bédié et Ouattara, encore dans les starting blocks. Mais tout ça, ça relève de la pure fiction. Il faudrait déjà que le président, l'ex-président ivoirien, voit la décision d'acquittement confirmée et que aussi le pouvoir ivoirien n'active pas le mandat d'arrêt lancé contre lui. Alors, on constate qu'en Côte d'Ivoire, le mercure monte depuis quelques semaines, quelques mois. La tension politique est presque à son comble. En attendant 2020, on voit les désaccords entre les alliés RHDP d'hier, entre Soro Guillaume et Alassane Dramane Ouattara, et Bédié aussi et Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que la libération de Laurent Gbagbo ici, ce dernier rentré au pays, cela pourrait contribuer à détendre la situation ou bien au contraire à la rendre pire? D'un point de vue typiquement social, c'est-à-dire dans les rapports des Ivoiriens entre eux, c'est sûr que cette décision d'étendre l'atmosphère va permettre de faire tomber le mercure, comme vous le dites, à contribuer certainement à la réconciliation nationale. Mais d'un point de vue politique, ça va quand même cristalliser le climat, les positions seront certainement de plus en plus tranchées parce que Laurent Gbagbo, comme je le répète, c'est un professionnel de la politique. Il ne va sans doute pas vendre le tablier, il va sans doute venir avec ses ambitions, essayer de relancer la machine FPI. Le RDA aussi qui est au pouvoir depuis bientôt 10 ans ne se laissera pas faire. Henri Konan Bédié qui veut que le PDCI revienne en 2020 aura aussi son mot à dire. Et il y a l'équation Guillaume Soro qui jusqu'à présent n'a pas donné de position claire, mais qui aura aussi quand même une carte à jouer. Donc d'un point de vue social, la libération de Gbagbo en Côte d'Ivoire fait du bien au peuple ivoirien dans son ensemble. On a pu le constater, mais politiquement, ça va rendre le jeu encore plus corsé, ça, il faut s'y attendre. Alors, dernière question aujourd'hui, quelle a été la réaction des autorités ivoiriennes à l'annonce de la libération de Laurent Gbagbo? Il n'y a pas encore eu de réaction officielle à proprement dit, mais il y a le ministre Cissé Bakongo qui était intervenu sur RFI en début de journée et qui a dit que le gouvernement prend acte. Le gouvernement prend acte, il n'y a pas eu de déclaration qui va dans le sens d'une contestation, non. À Abidjan, les autorités ont quand même joué la carte du silence. On attend les prochains jours, notamment demain, si l'agenda n'est pas changé, il y aura un conseil des ministres. Sans doute que la position officielle du gouvernement sera connue à cette occasion. Merci, Abraham Kwasi. Voilà, nous passons à autre chose maintenant. Le torchon brûle entre le Conseil national de la jeunesse et le ministre Ismaïla Ouedraogo. Ce dernier refuse de reconnaître l'équipe dirigeante actuelle du CNJ qui dénonce des pratiques du ministre de la jeunesse aux antipodes de la gouvernance vertueuse. Abdourazak Traoré. « 127 députés, 127 millions de francs CFA pour contribuer à l'effort de guerre contre le terrorisme. L'annonce faite en septembre 2018 à l'occasion d'une session spéciale est aujourd'hui une réalité. Les élus nationaux, à l'unanimité, ont effectivement déboursé chacun 1 million de francs. 4 mois après la promesse, les ressources récoltées sont remises au gouvernement. Dans ce geste, ce qui éblouit la deuxième personnalité de l'État, c'est bien cette concorde qui a prévalu jusqu'à l'aboutissement des contributions. Alassane Bala Sakandé magnifie ici l'union au sein des élus nationaux en ces temps d'incertitude. Quelques têtes ici, qui sont plus ou moins des têtes brûlées, quand ils sont là-bas, c'est pas simple, hein? Mais quand on se retrouve ici, on a vu des têtes brûlées, voilà, il y en a quelque part. Mais quand on se retrouve, on est ensemble, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est ça aussi la démocratie humanisée, pas une démocratie animalière. Voilà. La confrontation d'idées n'est pas forcément une confrontation sur un ring. À la fois l'expression de votre appartenance à un peuple qui déjà a également de différentes façons manifesté sa solidarité, mais également l'expression de votre force de proposition, parce qu'à la différence des organisations que nous avons connues jusqu'à présent, où c'est selon nos différentes chapelles que nous avons apporté un soutien à nos FDS, ici, l'Assemblée une et indivisible qu'on devrait être notre pays propose donc ce soutien-là. Un effort pour uniquement soutenir les forces de défense et de sécurité, a insisté le président de l'Assemblée nationale. Il redoute les lourdeurs administratives et autres détournements. Ne pas mettre ça dans les... Voilà, au niveau du Trésor, ministère de la Défense, ministère de ceci, nous voulons qu'on
puisse accompagner. C'est notre modeste contribution pour booster les choses. Donc on ne souhaite pas que ces fonds-là aillent se perdre dans les méandres de la comptabilité publique de l'État. Réagissant aux craintes du premier responsable du Parlement burkinabé, le porte-parole a rassuré les députés quant à la bonne gestion du fonds. Il annonce l'existence de comptes spécifiques au ministère en charge des Finances pour parer toute possibilité de lourdeur administrative. Là, vous avez dû certainement le remarquer, c'était plutôt la participation des députés à l'effort de guerre. C'est 127 millions de francs CFA que l'Assemblée nationale met sur la table pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Venons-en maintenant au sujet dont il était question, c'est-à-dire le torchon qui brûle entre le Conseil national de la jeunesse et le ministre Soumaïla Ouédraogo. Ce dernier, disais-je, refuse de reconnaître l'équipe dirigeante actuelle du CNJ qui, lui, dénonce les pratiques du ministre de la Jeunesse aux antipodes de la gouvernance vertueuse. Abdourazak Traoré. La guerre, plus que jamais ouverte, entre la fêtière des organisations de jeunesse burkinabé et son ministre de tutelle, Dr Soumaïla Ouédraogo, est désormais vu comme l'autorité du pays qui travaille à saper l'évolution du Conseil national de la jeunesse. Les médiations entamées depuis des mois par le CNJ a donc échoué. L'actuel bureau parle des ministres réfractaires au dialogue, se lassant d'attendre l'heure est à la dénonciation publique. Dr Soumaïla Ouédraogo, actuel ministre de la Jeunesse du Burkina Faso, fait totalement le contraire avec une volonté manifeste de nuire à la jeunesse et de saper les actions du développement de notre pays. Actuellement, le ministre bloque tout partenaire qui passe par le ministère pour travailler avec le Conseil national de la jeunesse. Toutes nos invitations nationales et internationales qui passent par le ministre sont également, soit il envoie un jeune acquis à sa cause ou il refuse carrément de faire représenter le Burkina Faso. Comme exemple, nous pouvons citer la rencontre de Niamey, tenue du 24 au 27 décembre 2018, conviée par la Conféges, n'a connu la présence d'aucun représentant de la jeunesse burkinabé, parce que le ministre a refusé d'envoyer le nom du représentant du Conseil national de la jeunesse. Des exemples de cette nature ont été plusieurs fois énumérés par les conférenciers ce 15 janvier. Ils sont donc convaincus que le ministre leur casse du sucre sur le dos et c'est le moment de poursuivre la mobilisation. Ça veut dire qu'on nous fouette et on ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Bon, cela nous on juge que c'est parce qu'il est autorité et il abuse de son pouvoir et il est sorti hors de sa mission. Parce que c'est ce qui recommande la Charte africaine de la jeunesse, la résolution 2250 du système des Nations Unies, la résolution 1924 du système des Nations Unies veut que la jeunesse soit au premier plan de toutes les questions liées à la vie de la nation. Mais si aujourd'hui c'est cette jeunesse, il faut casser. C'est cette jeunesse, il faut tuer. C'est l'avenir de cette jeunesse, il faut saper, il faut bloquer. Aujourd'hui, soyons clairs qu'il faut dire les choses par leur nom, que nous n'allons pas laisser alors cela passer. Nous n'allons pas laisser cela passer. Et ce sont des sit-ins, des marches et autres formes de manifestations qui seront désormais privilégiées. Le Conseil national de la jeunesse a appelé ces structures à la base à être sur le pied de guerre en attente de mots d'ordre dans les jours à venir. Constatant que M. Soumaïla Ouédraogo est sorti hors de sa mission, abuse de son pouvoir pour plomber l'avenir de la jeunesse, nous appelons toutes les associations du Conseil national de la jeunesse à se tenir prêts pour répondre aux mots d'ordre. À cette conférence de presse, il a aussi été question des événements de Yourgou et la situation sécuritaire préoccupante du pays. Moumouni Diallo et ses camarades invitent le gouvernement à doter conséquemment les forces de l'ordre d'équipements adéquats et demandent à la jeunesse de collaborer avec les FDS dans leurs tâches. Vous vous souvenez, il a été inauguré en grande pompe le 15 novembre dernier. Comment l'échangeur du Nord est-il apprécié par les usagers et les riverains 2 mois après? Certains saluent la fluidité de la circulation, quand d'autres, par contre, notamment les commerçants aux alentours, eux, grincent un peu les dents. Rémi Lambert-Nébier. Intersection, voie de déviation de l'échangeur du Nord dans les quartiers Rimkiet-Nonsin, aux environs de 8 heures, à quelques semaines avant l'ouverture de l'échangeur du Nord.
Voici la même avenue à la même heure, 1 mois et demi après l'ouverture de cet échangeur. L'évidence est bien là. L'échangeur a réellement permis de fluidifier la circulation à la sortie nord de la capitale. Maintenant, il n'y a pas d'embouteillage. Tout est correct. En tout cas, c'était la solution. L'échangeur, bon, vraiment, ça nous facilite la circulation. Ce n'est plus comme avant. Avec la construction de cet échangeur, un nouveau paysage s'est dessiné dans cette partie de la ville. Le commerce a bien repris son cours aux abords de ce charme de la capitale burkinabé, mais pour la plupart des commerçants, c'est un joyau avec sa dure réalité. En tout cas, ça a rendu tant plus beau, bien chic. En tout cas, c'est joli à voir. Mais il n'y a pas de marché. J'espère que... pour le moment, là, on est là. On va voir. Je vais voir pour le moment. S'il y a un peu de changement, je reste. S'il n'y a pas de changement, il y a changé d'autres activités. Nous n'avons plus de nouveaux clients, sauf les anciens clients qui nous rendent visite de temps en temps. À mon avis, ils devraient juste élargir la voie au lieu de nous construire ces montagnes. Tout est devenu en sens unique ici. Je pense qu'avec le temps, ça ira. Les passants que nous voyons, ce sont juste des curieux. Les vrais clients viendront. Les habitudes ont également changé par ici, surtout pour certaines femmes. Maintenant, pour se rendre au marché ou pour rejoindre l'autre bout du quartier, il faut escalader ce grand pont qu'on appelle passerelle. Le sport quotidien est devenu obligatoire pour certains riverains de l'échangeur du Nord. C'est devenu difficile, je plains mes genoux. S'ils pouvaient faire un passage à ce niveau pour que l'on puisse accéder facilement au marché. Sinon, le fait d'emprunter la passerelle nous fatigue. L'exercice n'est pas si simple au point que le moindre raccourci est exploité à l'image de cette vieille femme. C'est difficile de monter, mais c'est bien de l'avoir construite pour la jeunesse. Seulement, ce n'est pas pratique pour nous les vieilles. Avec la construction de l'échangeur du Nord, tout a changé à Tampuy pour emprunter l'ironie populaire à Ouagadougou. Et les résidents de ce quartier peuvent encore flatter leur orgueil en disant qu'ils abritent un site touristique. Ce bobolet que nous avons croisé sur la passerelle dit être en excursion pour admirer le plus bel échangeur du Burkina. Voilà, bon, vraiment, je vois que vraiment l'échangeur, c'est très bien. Voilà, vraiment, ça a été bien établi. Voilà. Vous êtes venu spécialement de Nouveau? Oui, bon, je suis venu pour rendre visite à mes parents. Bon, en même temps, j'ai profité seulement pour voir la ville seulement. Voilà. Vous avez entendu parler de ça? Oh, oui. Du 23 février au 2 mars prochain se tiendra la 26e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui fête au même moment son 50e anniversaire. Et bien, à 5 semaines de l'événement, les préparatifs vont bon train. Le comité d'organisation a tenu une conférence de presse au siège de l'UNESCO à Paris. Voici le reportage de notre envoyé spécial sur place à Paris, Alfred Thioyer. Paris, 15 janvier 2019. Nous sommes à plus d'un mois de la célébration Ouagadougou-Burkina Faso du cinéma africain. Le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, aura 50 ans, un âge d'or qui correspond à la 26e édition de la Biennale du cinéma africain. Après la conférence de presse inaugurale tenue à Ouagadougou le 20 septembre 2018, c'est au tour de Paris d'abriter la conférence internationale de promotion du FESPACO. Elle se tient au siège de l'UNESCO, l'endroit par excellence de la promotion de la diversité culturelle. Le monde est en proie à l'extrémisme violent. Abdul Karim Sango croit encore à la magie du cinéma dans la promotion de la paix. En ce temps de notre histoire commune, où partout dans le monde, l'extrémisme violent gagne du terrain, le cinéma peut et doit contribuer à la promotion des valeurs partagées par les nations civilisées qui sont, je cite entre autres, la démocratie, la liberté, l'égalité, la justice sociale et la fraternité. Si nous voulons construire un monde de paix véritable, le cinéma peut être un média efficace d'éducation des plus jeunes autour des valeurs précisées. Aussi,
Étant le lieu par excellence du dialogue interculturel et de la promotion de la paix dans le monde, le FESPACO, dans la dynamique de cette institution, œuvre à travers le cinéma et l'audiovisuel à la promotion des cultures des peuples d'Afrique et de la diaspora. La tenue de la conférence du lancement des festivités du 50e du FESPACO au siège de l'UNESCO est un symbole fort pour magnifier la diversité culturelle, le dialogue interculturel et pour célébrer toutes les cultures du monde. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes du 7e art d'Afrique et de la diaspora, à prendre part à cette conférence internationale du FESPACO, signe que le festival suscite de l'intérêt. Il va sans dire que l'édition connaîtra des innovations à même de satisfaire les exigences des professionnels. Cette année, nous avons décidé de valoriser le cinéma documentaire parce qu'on s'est rendu compte que depuis quelques années, les cinéastes africains s'intéressent aux genres documentaires. Nous avons créé la compétition documentaire au FESPACO pendant longtemps et à un moment donné, nous avions supprimé cette section et nous l'avons rétablie et valorisée pour qu'ils puissent compétir pour les talents d'or parce qu'aujourd'hui, il y a un intérêt très perceptible. En dépit du contexte sécuritaire quelque peu précaire auquel le Burkina Faso fait face, Abdul Karim Sango annonce les couleurs d'une célébration du 59e grandeur nature. Nous savons que c'est une grosse préoccupation, mais nous voulons vous rassurer que le Burkina Faso est reconnu pour son expertise en matière d'organisation de grands événements. Cette édition spéciale du FESPACO ne va pas déroger à la tradition. Vous viendrez dans la paix, vous séjournerez dans la sécurité et vous regagnerez vos pays respectifs dans la sérénité. Véritable opération de charme du comité d'organisation du FESPACO ici à Paris. Le 17 janvier prochain, ce sera au tour de Bruxelles en Belgique d'abriter sa conférence. L'édition se tiendra autour du thème « Mémoire et avenir des cinémas africains ». Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.